C'est pour moi une joie, un honneur de prendre à nouveau la parole dans cette salle. J'ai prévu une dizaine d'illustrations et la première, vous l'avez sur l'écran. On a l'habitude de voir Léon Nikolaevitch sous la forme d'un prophète chenu et barbu. Là, vous l'avez tel qu'il est apparu dans la littérature russe, c'est-à-dire un jeune lieutenant. Et ce jeune lieutenant se considérait comme un militaire, bien avant de se considérer comme un écrivain. Effectivement, les brouillons de Guerre et Paix, comme les brouillons de tout Tolstoï et comme les brouillons de tout Pouchkine, sont en Russie absolument sacralisés. Ils sont dans des bunkers. La sacralisation de la littérature est un phénomène central dans la Russie, et puisque Jacques a mentionné ces sites de la mémoire russe dont le second tome vient de paraître, environ 900 pages, quand je me suis posé la question du principal lieu de mémoire de la Russie, dans les traces évidemment de l'historien Pierre Nora, avec ses lieux de mémoire sur la France, 7 tomes, je me suis dit, le premier lieu de mémoire de la Russie, c'est sa langue. Et d'ailleurs, dans la politique actuelle du gouvernement, le monde russe, il considère que tout locuteur russe est dans la Russie, où qu'il soit. Peut-être dans cette salle, il est en Russie. Alors ces brouillons, effectivement, je crois que ça a été difficile de les avoir et qu'il a fallu de bonnes négociations entre la direction de la Fondation Bodmer et le musée Tolstoï. Je vais commencer par vous le montrer, un des deux brouillons qu'il y a. Voilà la feuille complète d'un des deux brouillons. Alors vous avez deux écritures. Défeuillé comme ça, au musée Tolstoï, vous en avez 5200 pour Guerre et Paix. C'est vous dire qu'il y a eu des brouillons, des ratures. Et là, vous avez l'exemple d'un ajout. 5200 feuillets écrits des deux côtés. L'écrivain mettait au travail principalement sa femme pour recopier, mais ensuite toute sa famille, et il y a eu très vite des scribes professionnels rémunérés. Il y en a eu jusqu'à une vingtaine. Un petit détail, en 1956-57, ma première apparition à Moscou, j'étais dans le séminaire du professeur Goudsy, qui était spécialiste de la littérature ancienne du Moyen-Âge russe, et de Tolstoï, et qui a déchiffré de très nombreux brouillons de Tolstoï, en particulier ceux de Anna Karénine et de Résurrection. Je mentionne Résurrection parce qu'ici, nous avons un brouillon supplémentaire qui n'est pas dans le tome 35 de l'édition jubilaire de Tolstoï, qui donne presque tous les brouillons du roman. Tchertkov, qui recevait les manuscrits de Résurrection et les publiait à Londres. Et en Russie, ils étaient publiés avec de larges coupures de la censure. Et attention, c'était une censure qui apparaissait. C'est-à-dire que les endroits coupés étaient remplacés par des pointillés. Ce qui fait que moi, j'ai une édition de Résurrection, vous savez, à certains endroits, 2 pages et demie de points. La censure soviétique, évidemment, ne se manifestait pas. Le professeur Goudsy
nous apprenait dans son séminaire Tolstoï que précisément les brouillons de Tolstoï représentent une sorte de paradoxe, parce que Tolstoï estime que c'est la fluidité et le naturel qui doivent dominer dans un texte et dans son texte, mais quand vous êtes aux prises avec les brouillons, vous voyez que cette fluidité est le fruit d'un labeur extraordinaire. Alors en étudiant Tolstoï, il faut tenir compte du fait qu'il y a des centaines de rédactions, il y a des centaines de corrections, il y a des fautes innombrables des copistes, évidemment. Il y a la censure tsariste. Et ensuite, dans l'édition jubilaire, il y a la censure soviétique, qui peut intervenir sur le texte, qui intervient surtout sur les préfaces, les notes, quand elles ont été préfacées par un personnage politique et littéraire du genre de Kamenev, qui a disparu dans les oubliettes. Et c'est le cas d'un des livres que le professeur Goudsy avait publié, Textes inédits. Il a fait ça en 1933, malheureusement il a demandé la préface à Kamenev. Je pense que c'est à Kamenev, mais l'édition que j'ai est comme toutes celles des années 30 où s'exerce la censure, c'est-à-dire que avant de vous le vendre, on coupe au rasoir la préface incriminée et on enlève au rasoir le nom du préfacier et on l'enlève dans la table des matières. Dans ma bibliothèque, il y a une douzaine de livres qui ont subi, au moment où je les ai achetés, en 56-57, ce genre d'opération. En plus, Tolstoï réutilisait les brouillons qui étaient devenus inutiles parce qu'il était passé à une autre rédaction, pour soit une autre rédaction, mais ça c'était écrit tête bêche, soit pour un autre texte. D'où les difficultés innombrables. Alors, vous avez deux écritures dans ce texte. Vous avez une écriture parfaitement lisible à droite, c'est celle du copiste, ce n'est pas celle de Léon Tolstoï. Et puis vous avez le rajout fait par Léon Tolstoï, parfaitement indéchiffrable. Disons que moi j'arrive à en lire un tiers des mots. Et que dans l'édition des brouillons de Tolstoï, au tome 14, de l'édition jubilaire en 90 tomes par Georgi Tchertkov, eh bien, ils n'y sont pas arrivés davantage. Ils mettent quelques mots suivis de Nirazborchiva, indéchiffrable. Il envoyait guerre épée aux messagers russes par petite livraison, comme faisaient tous les écrivains russes au XIXe siècle, parce que la principale rémunération venait de la revue et pas de la publication du livre qui intervenait beaucoup plus tard. Ce qui comptait pour un écrivain, c'était combien la revue lui donnait par page d'imprimerie, qui fait 24 pages d'octavo. Et Tolstoï est arrivé à être un des tout premiers par l'importance de cet honoraire. Alors, il envoyait constamment des corrections, ce qui fait que l'éditeur du messager russe, qui à cette époque-là était Barteniev, recevant les feuillets et les corrections, lui écrit le 12 août 1867 « Mais enfin, vous faites Dieu sait quoi. Comme ça, nous n'allons jamais terminer ni les corrections, ni la publication. » Et le lendemain arrivent d'autres corrections, et il ajoute « Au nom de Dieu, assez de gratouiller. » La reconstruction des brouillons, ou de ce qu'on appelle l'avant-texte de Guerre épée, a été faite dans l'édition jubilaire par le grand philologue Tserdlovski,
Elle occupe 3 tomes de 900 pages. Les tomes 13, 14 et 15 de cette édition jubilaire, paru entre 1949 et 1955. C'est-à-dire qu'au moment où j'entre dans le séminaire de Guzzi, on est en plein dans la publication de ces brouillons. Cette reconstruction faite par Cierowski a été critiquée par un excellent critique, un des premiers structuralistes, formalistes, disons, russe, Boris Eichenbaum, qui s'était converti à la philologie, qui a écrit un livre qui reste fondamental pour l'étude de Tolstoï, et dont je m'inspire. Et puis elle a été refaite, cette reconstruction de l'avant-texte, par 2 philologues, l'un s'appelle Jdanov et l'autre Zeidenschnur. C'est vous dire la complexité immense de la genèse du texte tolstoïen. Voici donc ce feuillet, avec le rajout de l'écriture de Tolstoï. Je pense qu'il faut quand même une bonne année pour apprivoiser l'écriture de Léon Tolstoï. Cet avant-propos veut tout juste mon avant-propos veut tout juste vous indiquer la difficile pénétrabilité de la forêt de la genèse textuelle de Tolstoï, Guerre et paix et tous les autres textes. Je suppose que Tchertkov, à propos du morceau de brouillon que la Fondation a ici, l'a laissé à Londres quand il est reparti en 1908 et qui s'est retrouvé chez un marchand et a été acheté par Martin Baudelaire. Alors, Guerre et paix, peut-on comprendre la guerre ? Au fond, c'est la question principale. La bataille de Hollabrunn, le 25 Brumaire de l'an 14, c'est-à-dire le 16 novembre 1805, mais on emploie encore le calendrier évolutionnaire, prépare la bataille d'Austerlitz. Le général russe Bagration l'emporta momentanément, malgré une infériorité numérique face aux 20 000 hommes du général Murat. Et le prince André remarque dans les brouillons que Bagration fait tout pour donner l'impression d'avoir dirigé cette bataille et cette victoire de Hollabrunn, alors qu'il n'a rien fait. Voilà ce qu'il déclare à son entourage, qui est choqué, naturellement. Tolstoï fait comprendre par son personnage que personne ne dirige rien. Le sociologue français Mauss a défini le suicide, comme son oncle Durkheim, comme un fait social. Autrement dit, c'est la statistique qui dirige ce qui a l'air d'être le fruit d'une décision individuelle. Eh bien, on peut dire que Tolstoï, avant Durkheim et Mauss, en est persuadé, et le mot statistique figure dans les brouillons. Il figure plusieurs fois dans les brouillons de Guerre et paix. Tolstoï, qui a vécu, point de vue guerrier, de sa carrière d'officier, de soldat et d'officier, il a vécu d'abord les escarmouches et les embuscades au Caucase. C'est une guerre d'embuscade, comme elle l'a été au XXe siècle. Ensuite, il a vécu à Sébastopol la guerre des tranchées. Alors là, je vous rappelle que la ville et la forteresse et le port étaient restés aux mains de l'armée russe, tandis que la coalition des Alliés, c'est-à-dire les Britanniques, les Français et les Ottomans, ce qui révulsait les Russes évidemment
Français s'étaient souvent alliés aux Turcs contre d'autres chrétiens. Et ils assiégeaient Sébastopol. Et c'était une guerre de tranchées, avec une boucherie incroyable, au moment où on était dans les tranchées. Alors dans les 3 premiers textes de Tolstoï, qui sont les récits de Sébastopol, vous voyez le narrateur qui va et vient. Tantôt il est à une terrasse de café à Sébastopol où la vie continue. On meurt à Diverste, mais la vie continue. C'est ça la guerre aussi. Il faut bien voir que la vie forcément continue. Et il va dans la tranchée, et là c'est la boucherie. Il peut se retrouver avec une jambe en moins, ou bien la jambe de son voisin qui lui tombe sur la tête. C'est la guerre des tranchées. Tolstoï, il est passé, en passant de cette guerre du Caucase à la guerre des tranchées de Sébastopol, d'une analyse du courage individuel, où le texte de Laquès de Platon et les questions de Socrate, en quoi consiste le courage, en particulier si à moi tout seul j'affronte 20 adversaires, est-ce que c'est du courage? Il est passé de cela à une analyse de la guerre comme un fait social. À Schöngraben, qui est une grande bataille décrite là juste avant Austerlitz, on est encore dans ce que nous pourrions appeler la guerre du XVIIIe siècle, c'est-à-dire une sorte de billard, 3 ou 4 ou 5 boules, un jeu aux limites précises, aux règles précises également. Toutes choses qui vont disparaître. Il n'y aura plus de limites dans la guerre et il n'y aura plus de règles de la guerre. Et aujourd'hui, nous sommes dans une guerre qui a perdu encore davantage ses limites, comme un gaz qui se répand partout, et qui a perdu absolument toutes ses règles, au point qu'on ne peut plus définir l'ennemi. Mais à Schöngraben et à Austerlitz, c'est encore la guerre du billard, la guerre du XVIIIe siècle. La guerre à Borodino s'est muée en un fait social total, comme l'entend Mauss, comme le stipule par exemple l'historien écrivain que j'aime bien, Élie Barnavi, dans ses 10 règles pour comprendre la guerre. Ça a paru il n'y a pas longtemps. Et la première règle, c'est de comprendre que la guerre est un fait social. C'est une guerre qui, avec Borodino, va vouloir devenir totale, et déjà à moitié totale à Austerlitz, dans la mesure où la levée en masse des armées révolutionnaires françaises est continuée par Napoléon, mais fait remarquer Tolstoï, et ça c'est plus valable encore dans les brouillons, cette guerre est loin d'être totale, naturellement. À Austerlitz, en tout cas, le soldat russe, pour lui, c'est une guerre qu'il ne comprend pas. Et on a beau l'avoir entraîné dans cette guerre, il se sent comme un intrus chez autrui. Tandis que, évidemment, à Borodino, ça va changer. À Austerlitz, c'est la bataille des 3 empereurs. L'Autrichien, le Russe et l'empereur des Français. C'est un embryon de guerre totale. À Borodino, c'est l'inverse. Le soldat français ne comprend plus où il est, où il a mis les pieds, tandis que le soldat russe, du dernier moujik qui est incorporé jusqu'au général en chef Kutuzov, il comprend très bien. Il défend la maison, sa maison. Autrement dit, comme dit le prince André, à Borodino, la nation russe n'est plus la servante du tsar et de sa politique, elle est devenue la maîtresse du tsar.
c'est elle qui dirige. Clausewitz, dont le livre paraît en 1866, a théorisé la guerre comme un duel dans son traité de la guerre, et par haine de Napoléon, il a servi l'empereur russe, lui qui était prussien. Théoriquement, Tolstoï, qui a connaissance de Clausewitz, qu'il mentionne mais peu dans son œuvre, devrait plutôt sympathiser avec ce général prussien qui s'est mis au service des armes russes. Non, pas du tout. C'est l'opposé. Parce que la stratégie dont parle Clausewitz est un leurre absolu. Alors, dans ce chapitre, Guerre et paix, 3e tome, 2e partie et 24e chapitre, Pierre, en habit civil, rend visite à son ami André Bolkonski. André, qui à Austerlitz servait dans l'état-major, ne sert plus dans l'état-major. Il a compris que ça ne sert strictement à rien, que c'est un leurre absolu, que les Bennigsen ou les Barclay de Tolai font semblant de diriger, et en fait ne dirigent strictement rien. C'est vain. Donc il a demandé à commander un régiment. Il est arrivé à ce régiment tel qu'il est, extrêmement jeune, très vaillant, très intelligent, connaissant le monde. Au début, on ne l'aime pas. Il vient d'un autre monde et il se heurte à des sous-officiers et même à un officier qui a monté en grade parce que tous les officiers aristocrates de carrière ont déjà été descendus. Mais petit à petit, on cesse de le juger hautain et d'un autre monde parce qu'il est toujours sincère, il est toujours le même. Alors, il y a aussi la notion de être à la veille d'un événement. La guerre vous donne l'impression d'être à la veille d'un événement. Et pour ce qui est d'Austerlitz, nous voyons que André se sentait à la veille d'Austerlitz. Là, il se sent à la veille de Borodino. Mais c'est tout à fait différent. Parce que, comme il dit, à Austerlitz, la guerre, je me la représentais comme une succession d'images colorées dans la lanterne magique. Et il allait gagner, il allait avoir son Toulon, comme le petit Bonaparte a eu son Toulon. Tandis qu'à Borodino, il sent que, oui, il est à la veille, mais il est à la veille de sa mort vraisemblable. Oui, il se peut que demain je sois tué, que je n'existe plus, que tout cela existe encore, mais que pour moi, tout soit fini. Alors, Pierre Bizouroff, qui lui rend visite impromptue, sans lui avoir rien annoncé, et qui a accompagné le général Bennigsen en reconnaissance de terrain pour la bataille de demain, croit avoir compris, en accompagnant Bennigsen, quel était le plan du commandant en chef, quelle était la stratégie de Barclay. C'est là que se situe le feuillet des brouillons, incompréhension totale entre Pierre et André, avec une incompréhension violente et une colère violente d'André, qui d'abord se tait, ensuite lui dit, eh bien, ils se vous voient, les deux amis, eh bien, vous en connaissez plus que nous tous, puisque vous avez compris la bataille de demain. Et c'est une véritable colère que Pierre sent dans les yeux et dans le mutisme de son ami le prince André. Je mentionnais Clausewitz, dans H.P. Clausewitz, René Girard veut montrer que Clausewitz, si on le prolonge, conduit à la montée aux extrêmes, à l'apocalypse, disons au 11 septembre, sur les deux tours de New York. Tolstoï connaît la montée aux extrêmes. C'est la montée aux extrêmes de l'archaïque, de la boucherie que représente la guerre.
Il connaît même la montée aux extrêmes du bouc émissaire dont René Girard a fait un temps un si grand usage. Et ça donnera une scène magnifique où le gouverneur général de Moscou, Rostopchine, va sacrifier un jeune homme, le donner à la foule. J'y reviendrai peut-être. Ce qui l'on doit comprendre, selon André, et évidemment selon Tolstoï, ce qu'il veut montrer, c'est autre chose. C'est que ce qui ordonne la bataille, c'est rien. C'est véritablement rien, c'est l'incompréhensible. Le courage, André dit, combien de fois j'ai vu des hommes fuir la bataille ou s'accroupir derrière un buisson. Et nous avons tous eu des moments de couardise. Et il ajoute, je peux le dire, ayant montré suffisamment de courage. La tactique, la stratégie, la victoire, eh bien ces hommes accroupis dans les buissons apprennent le lendemain, par l'ordre du jour, qu'ils ont gagné une victoire, alors qu'ils avaient l'impression d'une déroute complète. Comprends une seule chose, dit André à Pierre, la guerre est la chose la plus dégoûtante et la plus irraisonnable. Qu'est-ce que la guerre? C'est le meurtre, le pillage, la tromperie, la trahison. Et il ajoute, c'est Caïn, le premier des meurtriers. Et nous sommes tous des Caïns. Cette formule est répétée dans les brouillons comme ayant beaucoup plu à l'auteur. Alors, infiniment plus que Clausewitz, c'est un autre écrivain sur la guerre qui a influencé Léon Tolstoï, c'est Pierre-Joseph Proudhon. Et il lui a rendu visite dans son exil, dans l'exil de Proudhon à Bruxelles, en février 1861, venant de Londres où il était allé voir Alexandre Herzen. Et le titre de Tolstoï, qui est emprunté au livre de Proudhon, vaut plus qu'une dédicace. Il reprend le titre, La guerre et la paix, de Proudhon. Ce livre paru en 1961, traduit immédiatement en russe, et tous les livres de Proudhon étaient traduits en russe. Dans le brouillon de ce chapitre, est même évoqué par André ce que Proudhon appelait le droit de la force. Alors, citons d'abord Proudhon. Ça commence ainsi. Salut à la guerre. C'est par elle que l'homme, à peine sorti de la boue qui lui sert de matrice, se pose dans sa majesté et sa vaillance. Le prince André non seulement lance « Nous sommes tous des Caïns », mais il explicite ainsi. Le fond des choses, Pierre, c'est que Napoléon a vaincu. Il a tué beaucoup. Et pour cela, il a le pouvoir. Et dès qu'il y a le pouvoir, il y a des courtisans. Et il n'entend par là pas les courtisans au palais, mais les courtisans dans l'histoire, tous les historiens qui vont parler du génie politique de Napoléon, uniquement parce qu'il a tué plus que les autres. Et en marge de ce passage du brouillon, il dit « Avant lui, l'ont eu le pouvoir. Marat, Robespierre, Pougatchov. Et ces courtisans ne peuvent faire autrement que contrefaire la raison en la soumettant aux événements qui ont eu lieu, expliquer que tuer est le plus grand des mérites. » Alors, l'ajout est assez étrange. Cette série qui va de Pougatchov, l'imposteur, le brigand, à Marat, de Marat à Robespierre et de Robespierre à Napoléon. Quant aux statistiques, elles interviennent dans le discours d'André. Au fond, les gaz se répartissent selon les lois de l'aléatoire, comme ont démontré les physiciens et mathématiciens au XIXe siècle,
Et cette loi de l'entropie, elle régit la guerre selon Tolstoï. Le mot entropie ne se trouve pas dans Guerre et paix, mais il se trouve dans Résurrection. Ni le courage individuel, ni la stratégie des chefs de guerre ne jouent de rôle. Là, il faut quand même noter ce qui va un petit peu à l'encontre, c'est qu'à un certain moment, Tolstoï pense écrire le roman de Napoléon et Alexandre. Et là, il note idée formidable. Le plan d'une histoire de Napoléon et Alexandre ne me quitte pas. C'est contradictoire, parce que c'est vraiment le contraire de l'histoire de la guerre totale qui se répand comme le gaz dans le vide. La satire, d'ailleurs, l'accompagne, mais en étudiant le brouillon de résurrection qu'il y a ici, j'avais vu à quel point chez Tolstoï, j'ai écrit un texte là-dessus, la satire est première. La satire, son premier jet est d'une satire féroce. Et ensuite, il atténue. Jusqu'à ce qu'il proclame, à plusieurs endroits, que je hais la satire. Ce qui, lorsqu'on l'examine de près, est complètement faux. Bon, il parle même, disons, il raisonne sur l'histoire. Le massacre de la Saint-Barthélemy, par exemple, a-t-il eu lieu, comme dit Voltaire, parce que le roi était constipé, retenu au cabinet des anses, ou bien parce que la société était saisie par un fanatisme religieux? Non. Le massacre a eu lieu, comme tous les massacres, pour obéir à la statistique des meurtres dans l'humanité. Et c'est après qu'on attache un écriteau sur ce massacre, tel ou tel événement historique. Ceci est tellement, comment dire, étonnant et difficile à digérer, que j'indique quand même que ça se trouve au tome 14, à la page 123, dans l'édition jubilaire, pour que vous me croyiez. C'est-à-dire, ni les massacres, on leur donne un écriteau après coup. Mais de toute façon, la statistique veut qu'il y ait des massacres. Le philosophe Alain, qui a très bien exprimé dans son texte sur Tolstoï, que Tolstoï était avant tout, pour lui, holistique, total. Il parle d'une saisie holistique du réel par Tolstoï. Et c'est pourquoi, dit très justement, je pense, Alain, celui qui lit Tolstoï se sent impérissable et invincible parce qu'il communie à quelque chose de total. Dans une lettre à son ami Fête, le poète, Tolstoï résume cette idée fondamentale. Dans tout, presque tout ce que j'ai écrit, j'ai été guidé par la nécessité de rassembler les idées jointes l'une à l'autre afin de m'exprimer moi-même, mais chacune de ces idées exprimées à part et avec des mots perd son sens. Ce que, par exemple, Marguerite Yourcenar a défini en parlant de Tolstoï comme son liber singularis, c'est-à-dire l'ambition qu'a eu Tolstoï. Il parle de deux moments. Le moment d'écrire la journée, une journée de massacre à Sébastopol, et notre point de départ, c'est d'écrire ma journée d'hier. Rattraper le temps. Qu'est-ce que j'ai fait hier? C'est ce que Marguerite Yourcenar appelle son liber singularis, dire tout soi-même, toute la chaîne infinie de ce qui me fait, moi, être moi, minute après minute, une sorte d'impossible entreprise phénoménologique. Alors cette entreprise du liber singularis, elle vaut pour lui
Léon Nikolaïevitch à tel jour, à telle heure, avec telle pensée, telle émotion, tel état physiologique, telle lubricité, puisque la lubricité joue un rôle très important dans les journaux que tient Tolstoï, mais ensuite, ça devient une entreprise identique pour la guerre. Qu'est-ce que la guerre? C'est savoir ce qu'est la guerre à tout moment, et pas du tout autour de l'empereur Napoléon, qui se prend pour un nouvel Alexandre, et que les autres, et toute l'Europe prend pour un nouvel Alexandre. Et pas seulement pour la guerre, mais également pour l'Europe en guerre. Comprendre cette Europe en guerre qui pratique un massacre réciproque, tel que Tolstoï l'a vécu avec la guerre de Crimée. Il faut bien voir que la guerre de Crimée, pour lui, Sébastopol, c'est Solferino. Ce que Henri Dunant a vu à Solferino, il l'a vu dans les tranchées de Sébastopol, c'est-à-dire des massacres extraordinaires. Évidemment, Solferino, je crois qu'il y a eu 30 000 tués sur le champ de bataille, mais c'est la même guerre qu'à Austerlitz et à Borodino. C'est-à-dire, c'est une guerre frontale où l'on se massacre l'un l'autre en se voyant, en se regardant, ce qui ne se fait plus aujourd'hui dans la guerre hybride. Et la chirurgie, par exemple, telle qu'il décrit les chirurgiens, puisque André est opéré 2 fois. Il est blessé à Austerlitz et puis il est blessé à mort à Borodino. Sa blessure, c'est remarquable parce que c'est un retour à l'enfance. Et brusquement, il se retrouve sur une table métallique qui vient d'être nettoyée au jet par un infirmier. Il est déshabillé, il est tout nu, il est emmailloté, démailloté, et il revoit son enfance quand il était emmailloté et puis à nouveau nu dans les mains de la nourrice. Très rapidement, parce que le temps passe, les épisodes de guerre, mais c'est juste là un rappel. Sachant que la guerre est tressée avec la paix, mais sachant aussi qu'il y a une polysémie de ce mot de paix sur laquelle Tolstoï revient, ça veut dire l'entraide, ça veut dire le cercle, Platon Karatev a parlé du cercle, mais c'est aussi l'arrière. Guerre et paix, c'est le front et l'arrière. C'est le massacre entre les deux armées et comment on vit à l'arrière. Et la vie à l'arrière, elle continue. Alors, ça commence par la vie artificielle à Saint-Pétersbourg, le salon de Annette Scherer, la vie familiale à Moscou, la maison du comte Rostov, Natacha et sa poupée, les gentilhommières, Radosnoé, qui est la gentilhommière de comte Rostov, et le palais où habite le prince Polkonski à Lysier-Gory, qui veut dire les montagnes chaudes. Et puis, dans la dernière partie, eh bien, une première dissertation sur ce qu'est l'histoire et ce qu'est la guerre. Il va falloir quand même parler un petit peu de ces dissertations tolstoïennes. Ce qu'est le sens de l'histoire, ou plutôt ce qu'est l'absence de sens de l'histoire. L'histoire des manuels, l'histoire des généalogistes, l'histoire des ordres du jour, le récit officiel de la gloire nationale n'a aucun sens. Quand, beaucoup plus tard, à la fin de sa vie, le vieillard Tolstoï va reprendre le thème de la guerre d'une façon superbe et géniale, avec son récit Hadji Murat. Il revient sur ce thème de la guerre en prenant pour centre un prince tchétchène
qui a trahi 2 fois. Car Hajj Murat, il a fait son pèlerinage à la Mecque, c'est pour ça qu'il s'appelle Haji Murat, est passé des insurgés tchétchènes aux Russes. Ensuite, il est repassé des Russes aux insurgés. Ensuite, il a été recapturé par les Russes. Et cette fois-ci, on lui a tranché la tête. Sa tête est piquée sur une longue pique. Et elle s'est promenée à travers tout le Transcaucasie, de fortin en fortin, pour que tout le monde voie ce qui arrive à celui qui trahit le vice-roi de la Transcaucasie russe. Mais là aussi, mais je ne m'attarde pas, les brouillons indiquent une satire beaucoup plus forte qu'il n'y a finalement dans Haji Murat, parce que pendant qu'on transporte cette tête, qu'on promène cette tête de fortin en fortin, Nicolas Ier, qui est le grand chef des massacres, admire des ballerines au Grand Théâtre. Nicolas a l'assurance d'un bourreau qui se croit un bienfaiteur de l'humanité. Tout comme son frère aîné dit le Béni, Alexandre le Béni, qui a vaincu Napoléon, qui était un menteur et un pharisien luxurieux. Tout comme le père d'Alexandre le Béni, Paul Ier, qui était un véritable fou. Tout comme sa grand-mère, Catherine, qui était une fornicatrice, mue par la vanité et une lubricité sénile dégoûtante. Et plus encore, comme son soi-disant aïeul, Pierre Ier, éternel ivrogne et débauché syphilitique. Voilà, de toute façon, la hache de Tolstoï au travail. Lorsque, à la bataille de Schöngraben, le capitaine Touchine est un héros enfant. Il voit les canons qui fument comme une pipe. Il va en plus être accusé de trahison. Le prince André croit tenir son Toulon. Mais en fait, dit Tolstoï, qui aurait pu discerner dans une pareille confusion le réel de l'imaginaire? Et la voix qui dit à André, « Voici ton Toulon, tant attendu, tu es un futur Bonaparte ». C'est une voix qui lui dit également et la mort, et les souffrances. Et ce dialogue entre les deux voix qu'entend le prince André, je dirais que c'est l'ossature de ces cycles que l'on sent dans la lecture de Guerre et Paix. La soif de la gloire, l'angoisse de la mort. Le prince entend rigoler le cuistot de Koutouzov, mais André, qui entend les rires aux plaisanteries du cuistot, se dit « Je ne révère que cette force mystérieuse, cette gloire que je sens planer au-dessus de moi dans ce brouillard. » Et ce qui compte, c'est le mot brouillard. Un brouillard, que ce soit brouillard de rêve, de couardise ou de courage. Au moment de sa blessure fatale, qu'est-ce que c'est? Je tombe, mes jambes fajolent, il s'écrasa sur le dos. Tolstoï lui-même n'a pas été blessé. Il a fait la guerre, il n'a pas été blessé, il est passé à travers, mais il a imaginé sa mort plusieurs fois. Et en particulier, le narrateur héros du 3e récit de Sébastopol vit sa mort et continue à réfléchir après sa mort. Je suis mort, ça y est, c'est arrivé. Je le pressentais. Et pendant une dizaine de lignes, il continue à parler. Bon, les années passent, les deux empereurs russes et français se rencontrent sur un radeau drapé d'or.
Pierre Bezourov se convertit à la mystique franc-maçonne, Natacha se laisse séduire par Anatole Kouragine, et l'auteur se livre à nouveau une méditation sur les causes des grands événements historiques. On est au dernier mois de 1811, à la veille d'un événement barbare, irrationnel, contraire à la nature humaine, où, je cite, « Des millions d'hommes se rendirent coupables les uns à l'égard des autres d'un tel nombre de forfaits, trahisons, vols, pillages, meurtres, que les archives de tous les tribunaux du monde n'en pourraient fournir autant d'exemples pendant des siècles. » Ce qui m'a un petit peu intrigué ici, c'est que, vous voyez, à cette étape-là, Tolstoï songe encore à un tribunal, une sorte de tribunal de La Haye qui jugerait l'humanité pour les massacres qu'elle commet. Au moment où il écrit plus tard Hadji Mourad, il n'est plus question de tribunal. L'idée même du tribunal, c'est du fumier. Les Français n'ont pas compris l'essence de la guerre que mène Koutouzov. Quand Alexandre demande à Koutouzov, qui là, bouge pas, donne pas d'ordre, lui dit « Général, mais que faites-vous » Koutouzov dit « J'attends ». Et l'empereur lui dit « Mais attention, nous ne sommes pas aux manœuvres sur le champ de Mars à Saint-Pétersbourg. Votre Majesté, c'est pour ça que j'attends. » Donc la grande force de Koutouzov, c'est d'attendre. Il somnole. On le voit somnoler dans la célèbre scène à Philly, dans les environs de Moscou. Il somnole, il attend. C'est la guerre des Scythes. C'est-à-dire, il va lancer sa flèche en arrière. Et il y a une méditation de Tolstoï sur ce qu'est la guerre des Scythes. Pourquoi Napoléon ne l'a pas compris, cette guerre des Scythes? Mais en fait, il l'a peut-être à moitié comprise. C'est à ce moment-là que la blessure mortelle du prince va arriver. Le prince, avec son régiment, était dans la réserve. Lui aussi, il l'attendait. C'était pas facile. Dans la bataille, dans les batailles de cette époque, être dans la réserve et attendre, et la garde impériale attendait parce que c'était toujours elle la dernière qui devait intervenir, et André a été placé dans la réserve pour être un des derniers à intervenir. Pierre regarde tout ça, il voit la célèbre batterie Raïevski, prise, abandonnée, reprise, un bout de terrain sur lequel vont s'accumuler 4 000, 5 000 ou 6 000 cadavres. Et enfin arrive l'ordre d'attaquer. Et voilà le boulet qui s'approche. Comme un petit oiseau qui, voletant et sifflotant, vient se poser à terre, un obus se plaqua doucement à 2 pas d'André. Le cheval d'André se cabre. Pourquoi? Parce que le cheval se cabre sans se soucier si c'était bien ou mal de montrer sa peur. L'obus tourne comme une toupie à la limite du champ et de la prairie, auprès d'une touffe d'armoise. Est-ce la mort? Se dit André. Debout, encore, irrésolu. Je ne sais pas. Je ne veux pas mourir. Il meurt, on l'emporte sur un brancard, il a le temps d'ouvrir à nouveau les yeux, la prairie, les armoises, le champ d'avoine, la boule noire tournoyante, son soudain et violent amour de la vie, tout cela lui revint brusquement à l'esprit en 1 minute. Et c'est là qu'il se laisse opérer et qu'il aperçoit à côté un malheureux à qui on vient d'enlever sa jambe et qui dit bon, c'est la chirurgie elle n'a pas changé, hein, Dupuytren était le grand chirurgien militaire de Napoléon, jusqu'à Solferino, c'est la même chirurgie.
avec de la colle, la scie, la jambe, et Anatole dit « montrez-moi ma jambe ». À ce moment-là, on devrait voir celui qui voulait tuer, parce que c'est le séducteur de Natacha. Et il comprend autre chose. Oui, la pitié, l'amour pour nos frères, ceux qui nous aiment, ceux qui nous haïssent, l'amour pour nos ennemis, cet amour que Dieu est venu prêcher sur la terre, que la princesse Marie, sa sœur, m'enseignait et que je ne comprenais pas. C'est cela qui me fait regretter la vie. Le livre 3 porte sur l'épisode central de la guerre des Scythes, c'est-à-dire Borodino. On voit Pierre fait prisonnier par les Français. On voit l'hôtel des Rostov qu'on est en train d'évacuer. Pillage, débauche, ruche sans reine, dit Tolstoï. Et encore un petit instant pour revenir sur cet épisode du bouc émissaire. Rostopchine est assiégé par la populace. Il n'y a plus rien à manger dans Moscou. Et brusquement, il a cette impulsion qui correspond au bouc émissaire depuis le fond des âges. Enfant, dit tout à coup Rostopchine d'une voix métallique, cet homme, c'est Vereshchagin, c'est la crapule qui est cause de la perte de Moscou. Jugez vous-même, je vous le donne. Naturellement, il est lynché par la foule. Oh mon Dieu, le peuple, quelle bête féroce. Et le dernier livre 4 reprend la méditation de l'auteur sur la guerre, la vie, et commence en affirmant, eh bien la vie continue. La reine est partie, ben, la ruche se refait. Les fourmis sont parties, mais elles reviennent dans la fourmilière. Il utilise les deux métaphores. Les horreurs n'ont jamais arrêté la vie. Et il répond d'avance aux théologiens d'après Auschwitz, à Jonas en particulier, eh bien non, la vie résiste. Je cite, « La majorité des gens de cette époque ne se rendaient pas compte de la marche des événements tant ils étaient absorbés par les intérêts particuliers de l'heure. » Pierre rencontre le peuple avec Platon Karatev. Platon Karatev à la cinquantaine, mais il ne sait pas quand il est né, il ne connaît absolument pas son âge. Il est joyeux au milieu de toutes ces horreurs. Le matin, il s'ébroue, il se fait sa toilette joyeusement, il vit amicalement avec tous ses compagnons et les soldats français. Il fait ses prières et il raconte n'importe quoi. Et dans ce qu'il raconte, il y a l'histoire du bagnard qui a souffert pour un crime qu'il n'a pas commis et qui, au bout de 10 ans, dans ce même bagne, arrive celui qui a commis le crime, mais qui en a commis un autre, et qui se trouve au bagne, et qui se jette à ses pieds en lui disant « C'est moi qui ai fait le meurtre, tu souffres pour rien ici ». Alors on envoie une lettre au tsar, au bout d'un an arrive la réponse, il faut libérer celui qui a été injustement condamné au diable, au bagne, mais il est déjà mort, parce que Dieu lui a pardonné. Et voilà, mon petit faucon, dit Platon, c'est comme ça que ça se passe. Si vous voulez, c'est le visage radieux de Platon, au milieu de tout ça, qui en impose à Pierre Besourov. On peut songer aux pèlerins russes, au récit du Staris aussi dans les frères Karamazov. C'est un élément dans le grand cycle événementiel, historique, poétique et narratif de guerre et paix. Ce qui émeut Pierre, c'est de voir que Platon vit ce récit comme celui d'une vie collective de la Russie qui est au bagne, qui souffre, mais qui est innocente et pardonnée. Alors, je passe évidemment, les fourmis reviennent à la fourmilière parce que il y a quelque chose d'indestructible, d'immatériel qui constitue toute la force de la fourmilière, c'est-à-dire de l'humanité. Et la fin du roman,
c'est les survivants qui se retrouvent. Petya est mort, André est mort, mais il reste Pierre qui a épousé Natacha, il reste Nicolas Rostov qui a épousé la comtesse Marie, il reste le hussard et poète Denisov. Il parle des souvenirs de 1812. Donc 1805, 1812, 1824, on est à la veille du soulèvement des décembristes. Ça dérive vers une discussion entre les pacifistes et les guerriers. Tolstoï a été le chantre de la guerre et un pacifiste à tout craint. De même qu'il a été éducateur, il a créé les écoles de Yasna Polyana, et le dénonciateur de l'éducation. Il a tout dénoncé. On peut prendre à peu près toute la liste des occupations humaines et voir qu'il a tout dénoncé. Et là, entre l'utopiste et le conservateur, c'est entre Pierre et Nicolas. Tu es mon meilleur ami, tu le sais, dit Nicolas. Cependant, si tu formes une société secrète, si tu t'élèves contre le gouvernement, quel qu'il soit, mon devoir est d'obéir à ce gouvernement. Et si Arakcheev me commandait à cette minute de marcher sur vous avec un escadron et de vous sabrer, je marcherai sans hésiter une seule seconde. Le petit Nicolas Bolkonski, qui est l'orphelin de mère, puisqu'elle est morte au moment des couches, et de père, puisque son père est mort après Borodino, a tout écouté. Il a un cauchemar. Il revoit la bataille entre son père adoptif et son oncle. Il entend à nouveau « Vous m'étiez cher, mais Arakcheev m'a commandé de tuer le premier de vous qui fera un pas en avant. » Et la discussion des hommes qui l'a surprise a nourri son cauchemar et elle concentre, si vous voulez, la réflexion de Tolstoï sur la guerre. 1812 nous a unis. La prise de Paris, l'influence de l'Occident nous ont fait perdre cette unisson entre nous tous. Deux camps s'opposent. Petit Nicolas rêve comme Monsieur Sévola, dont il a lu l'histoire chez Plutarque. Alors, là, je voudrais... Bon, Tolstoï jeune, le brouillon. Là, je n'arrive pas à voir la suite. Peut-être que quelqu'un peut m'aider. Pas possible d'avoir la suite. On va commencer par... Ça va marcher. Ivan Terebenyov était un sculpteur et dessinateur qui a écrit des satires au fur et à mesure des événements en 1812, 13, 14, 15 où il est mort. Et là, vous voyez Monsieur Sévola à la russe. Bon, à nouveau, il faut que je revienne. Ah oui. Voilà.
Et pour revenir ensuite. Il faut cliquer ici après. Et voici Napoléon au bain russe, par Terebenov, qui se fait raser dans le bain russe. Ces images populaires, je ne sais pas si j'arriverai à retrouver la suivante. La suivante, c'est encore plus satirique. L'effet du laxatif russe sur Napoléon. Le moujik russe lui dit ce que tu gardes pas dans ta culotte, tu pourras le mettre dans ton chapeau. Je vous ai montré ces illustrations parce qu'elles sont peu connues et parce qu'elles nous montrent le côté populaire de la résistance à Napoléon. Et précisément, le petit orphelin Nicolas Bolkonski rêve, il a lu plus tard, que de brûler sa main sur le feu et de faire même mieux et plus, exactement comme le montre Terebenov. Mais vous avez vu que lui, c'est avec une hache, il est prêt à se couper le bras. Bien sûr, Tolstoï a l'impression qu'il écrit une Iliade comme Homère. Et en même temps, il cherche une explication. Joseph de Maistre a dit « Il n'est dans la vie que deux mots réels, le remords et la maladie. Il n'est de bien que l'absence de ces mots. » Autrement dit, le remords, quelque chose qui n'a pas sa place dans l'histoire. Après le massacre, pas de remords. C'est la force de l'Iliade, telle que l'a analysé Simone Weil. Et le moteur interne de cette Iliade tolstoïenne, eh bien, c'est qu'on ne comprend la guerre qu'en récusant l'intelligence. Son intelligence, et toute intelligence, comprend vraiment celui qui ne comprend pas. Et Tourguenieff dénonçait la contamination du grand écrivain par ce qu'il appelait sa ratiocinisation. Il ratiocine, espérant que l'écrivain va vaincre le ratiocinateur, disait Tourguenieff, tandis que son ami Strahov l'a juré d'ajouter une doublure philosophique à Guerre et Paix. Ces dissertations, nous savons, c'est la doublure philosophique sur, précisément, comprend celui qui ne comprend rien. Car la doublure philosophique de Guerre et Paix, elle est là pour nous faire comprendre ces grands cycles, pour nous apaiser et pour nous dire, je pense, ne comprends surtout pas. Et alors, tu auras compris.